Ton téléphone vibre sur la table de nuit à 3 heures du matin. Ce n'est pas un appel, juste une notification discrète, une lueur bleutée qui déchire l'obscurité de ta chambre, projetant des ombres allongées sur les murs que tu as mis tant de temps à apaiser. Tu ne regardes pas, mais tu sais, dans le silence lourd de la nuit, ce petit bourdonnement résonne comme un coup de tonnerre. Tu sens cette présence invisible qui tente de tâter le terrain, de voir si la porte est encore entrebâillée, si les verrous psychologiques que tu as installés tiennent encore le choc. C'est le signal d'un prédateur qui a faim, un monarque déchu qui réalise, dans le froid de sa solitude, que son royaume n'était fait que de ton propre éclat, de ta propre substance. Il y a quelque chose de profondément pathétique dans cette agitation nocturne. Une sorte de danse désespérée pour essayer de rattraper une ombre, pour tenter de ranimer une flamme qu'il a lui-même soufflée avec mépris. Ce message, c'est une sonde chirurgicale. Il ne contient peut-être qu'un « tu dors » ou un lien vers une chanson que vous aimiez, mais sa fonction est purement utilitaire. Il veut vérifier si le fil invisible, cette laisse émotionnelle qu'il a tissée autour de ton cœur pendant des mois ou des années, est encore tendu ou s'il pend, inutile et inerte dans le vide. Il a besoin de savoir si, d'un simple clic, d'une simple impulsion électrique, il peut encore provoquer un séisme dans ta poitrine, accélérer ton pouls et hanter tes pensées jusqu'à l'aube. C'est une question de pouvoir, pas d'amour. Le narcissique ne connaît pas l'insomnie de la nostalgie. Il ne connaît que l'insomnie de la perte de contrôle. Il se tourne et se retourne dans ses draps, non pas parce que ton absence lui pèse au cœur, mais parce que ton insoumission lui pèse sur l'ego. Il rumine le fait que tu puisses respirer un air qu'il ne pollue plus, que tu puisses rêver de monde où il n'a pas de visa. Tu as été sa plus belle prise, son trophée le plus étincelant. La pièce maîtresse de sa collection, quand il t'a rencontré, il n'a pas vu une personne avec ses rêves, ses peurs et sa complexité. Il a vu une mine d'or émotionnelle, une source de lumière, haute fidélité capable d'alimenter son vide intérieur abyssal pendant des siècles. Aujourd'hui, ce vide hurle. Il se rend compte que sans toi, sans ton regard qui le validait, sans ton empathie qui le soignait, il n'était qu'une carcasse vide dans un costume de luxe, un acteur sans public sur une scène plongée dans le noir. Il perd les pédales parce que le jouet a décidé de ne plus jouer, parce que la source a tari, parce que le miroir a fini par se briser. C'est un vertige absolu pour lui de comprendre qu'il ne peut plus t'atteindre, que ses fils sont coupés et que ses marionnettes ne répondent plus à ses injonctions. Imagine un vampire qui réalise soudain que son miroir ne lui renvoie même plus l'image de ses victimes, mais seulement le néant. Il est seul avec lui-même, et pour lui, il n'y a pas de compagnie plus terrifiante. Au début, c'était le grand spectacle, le bombardement affectif, ce fameux love bombing qui t'a laissé sans défense, comme anesthésié par une overdose de douceur. Tu te souviens de cette sensation d'être enfin vu, d'être le centre d'un univers créé spécialement pour toi? C'était comme une drogue dure injectée directement dans ton estime de soi. Il t'étudiait avec une précision de prédateur, notait tes moindres failles, tes moindres désirs inavoués, tes blessures d'enfance, pour devenir exactement le remède dont tu avais besoin. Tu aimais la poésie? Il se mettait à citer des vers avec une passion feinte, allant jusqu'à apprendre par cœur des strophes entières pour t'impressionner lors d'un dîner aux chandelles. Tu rêvais de voyages au bout du monde? Il planifiait des épopées imaginaires, te montrant des photos de villas en Toscane ou de chalets en Norvège qu'il n'avait aucune intention d'acheter ou de louer. Il créait des dossiers entiers sur son ordinateur avec des titres comme « Notre futur », remplis de promesses vides qui n'étaient que des hameçons. C'était une performance d'acteur digne des plus grands théâtres, une mise en scène millimétrée où chaque mot était pesé pour te ferrer, chaque silence était calculé pour créer l'attente et le manque. Il n'était pas amoureux de toi. Il était amoureux de l'image de lui-même qu'il voyait dans tes yeux admiratifs. Il a construit un personnage sur mesure, un miroir déformant qui te renvoyait une version sublimée de toi-même pour mieux t'enchaîner à sa propre pathologie. Puis, la chute est arrivée, inévitable et brutale, la dévaluation. Ce moment où il a commencé à éteindre les lumières une par une, te laissant dans une obscurité croissante. Un reproche sur ta tenue, une moquerie subtile sur ta façon de rire en public, un silence glacial et inexpliqué après une journée où tu avais particulièrement besoin de soutien. Il a commencé à te grignoter morceau par morceau, à te faire croire que tu étais le problème, que ta valeur s'évaporait à mesure que son mépris grandissait. C'est une technique de siège médiéval, affamer l'adversaire émotionnellement pour qu'il se rende sans condition. Il utilisait le gaslighting, cette manipulation mentale perverse consistant à te faire douter de ta propre mémoire, de tes perceptions et, à terme, de ta santé mentale. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes encore, tu es beaucoup trop sensible, c'était une blague. Tu imagines des choses, tu devrais te faire soigner. Il allait jusqu'à déplacer des objets dans la maison ou à nier des conversations entières qui avaient eu lieu la veille pour te faire perdre pied. Petit à petit, tu as commencé à marcher sur des œufs,
à peser chaque mot, à anticiper ses colères imprévisibles pour tenter de les éviter. Tu as disparu derrière ses besoins, ses crises de rage narcissique et ses exigences de plus en plus absurdes. Il voulait que tu te sentes un minuscule, microscopique, pour qu'il puisse enfin se sentir gigantesque. Mais le problème des tyrans de salon, c'est qu'ils finissent toujours par croire à leurs propres mensonges. Il a fini par croire que tu n'étais vraiment rien et c'est là qu'il a fait son erreur fatale. Il a cru que tu ne partirais jamais, que tu étais devenu une extension inerte de son propre corps. Maintenant que tu es parti ou que tu as érigé une muraille de Chine entre vous, la réalité le frappe comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Il se retrouve face à son propre reflet, sans le filtre de ton amour et ce qu'il voit l'effraie au plus haut point. Sans ton soutien logistique, sans ta patience infinie qui servait d'amortisseur à ses échecs, sans ton empathie qui épongeait ses crises d'ego, il s'effondre. Il essaie de te remplacer, bien sûr. Il essaie déjà en chasse, il trouve une nouvelle cible, quelqu'un de frais, quelqu'un qui n'a pas encore vu derrière le masque, qui ne connaît pas encore ses tours de passe-passe et ses scripts usés jusqu'à la corde. Mais ça ne marche pas comme prévu. Il essaie de transformer cette nouvelle personne pour qu'elle te ressemble, pour qu'elle ait à ta profondeur, ta répartie, ton intelligence ou ta classe naturelle. C'est comme essayer de remplacer un diamant pur par un morceau de verre pilé trouvé sur un trottoir. Ça brille peut-être de loin sous les réverbères, mais ça ne vaut rien, ça n'a aucune structure et ça finit inévitablement par couper celui qui le manipule. Il réalise, dans un éclair de lucidité terrifiant, que ton approvisionnement narcissique était d'une qualité rare, une énergie pure et solaire qu'il ne retrouve nulle part ailleurs. Les autres sont fades, les autres sont des miroirs ternes qui ne flattent plus son ego de la même manière. Il a perdu sa meilleure drogue et il est en manque. Il passe ses nuits à surveiller tes réseaux sociaux avec une obsession maladive. Il fait défiler tes photos, zoome sur les détails, cherche désespérément un signe de faiblesse, une trace de larme, un indice de regret. Il scrute les commentaires pour voir qui te parle, qui t'apprécie, qui pourrait prendre sa place. Il utilise ses relais de manipulation, ses flying monkeys, singes volants, ces gens qu'il a soigneusement recrutés et convaincus que tu étais le monstre de l'histoire, la personne instable qu'il a abandonnée lâchement. Ses complices involontaires lui rapportent des informations sur toi, te croisent par hasard pour voir comment tu vas. C'est peut-être cet ami commun qui te demande soudainement de tes nouvelles après des mois de silence, ou cette ancienne connaissance qui tombe sur toi au supermarché. Ils sont les yeux et les oreilles d'un fantôme. Il veut savoir si tu souffres, si tu pleures dans ton lit, si tu es seul et dévasté. Si tu as l'air heureux sur une publication éphémère, si tu souris sincèrement sur une photo avec des amis, ça l'achève littéralement. Ta joie est une insulte personnelle à son ego, une preuve de son échec. Pour lui, tu devrais être une ruine fumante, une épave émotionnelle incapable de fonctionner sans son guidage. Il n'accepte pas que sa proie puisse survivre, et encore moins prospérer sans son venin. Il enrage de voir que tes poumons se gonflent d'un air qu'il ne contrôle plus, que ton sang circule sans qu'il en dicte le rythme. Chaque rire que tu pousses est une lame de rasoir qui s'enfonce dans son orgueil boursouflé. C'est là qu'interviennent les manœuvres de retour, le hoovering, du nom de cet aspirateur qui veut tout ravaler sur son passage. Ces messages qui semblent anodins, presque touchants dans leur apparente vulnérabilité, j'ai vu ce film à la télé et j'ai immédiatement pensé à nous. J'ai retrouvé tes vieilles clés au fond d'un tiroir, on se voit, pour que je te les rende, ou le classique est dangereux, je m'excuse pour tout, j'ai enfin compris mes erreurs, j'ai changé. Il peut même aller jusqu'à t'envoyer des photos de lieux où vous avez été heureux, ou t'appeler en numéro masqué juste pour entendre le son de ta voix avant de raccrocher. Ne t'y trompe pas, ne laisse pas ton cœur d'empâte se faire piéger. Ce n'est pas de la remise en question, c'est de la gestion de stock. C'est une tentative de reconnexion pour vérifier si le courant passe encore, si l'aimant fonctionne toujours. Il veut juste voir s'il peut encore déclencher une réaction chez toi, qu'elle soit positive ou négative. La haine lui va très bien, la colère le nourrit, tant que ce n'est pas de l'indifférence. L'indifférence, c'est sa mort clinique, c'est le vide absolu qu'il craint par-dessus tout, c'est le seul langage qu'il ne sait pas traduire, le seul mur qu'il ne peut pas escalader. S'il te présente des excuses, observe bien la structure de ses phrases. Elles sont souvent vagues, centrées sur sa propre souffrance d'être séparé de toi, je souffre trop sans toi, et jamais sur le mal concret et documenté qu'il t'a fait subir. C'est une stratégie de pêche à la ligne. Il lance l'appât du remords factice pour voir si tu vas mordre à l'hameçon de la culpabilité. Il dira « Je suis désolé que tu aies ressenti cela » au lieu de dire « Je suis désolé de t'avoir menti ». La nuance est un océan de manipulation. Quand il voit que ses tactiques habituelles échouent,
Quand il réalise que tu es devenu imperméable à son charme de façade, il sombre dans une forme de délire paranoïaque ou dépressif. Il peut devenir agressif, proférer des menaces voilées, ou au contraire, jouer la carte de la victime absolue, celle qui est au bord du gouffre, qui n'a plus le goût de vivre et qui a désespérément besoin de toi pour ne pas sauter. Il utilise la projection d'avenir fictif, le futur faking, te promettant monts et merveilles, ce mariage dont vous aviez parlé, cette maison avec jardin, ce voyage au Japon, ce changement de caractère radical qu'il te refuse depuis des années. Côte 3, côte 4. Il peut même simuler une maladie soudaine, une douleur à la poitrine ou un accident mineur pour forcer ton empathie à sortir de sa réserve. Ce sont des chèques en bois, des promesses qui s'évaporent comme de la brume dès que tu poses un pied dans son périmètre de sécurité, dès que tu redeviens sa propriété. Il est prêt à tout dire, à tout promettre, à ramper dans la boue s'il le faut parce qu'il est en état de manque physiologique. Il est comme un toxicomane privé de sa dose d'attention et il fera n'importe quoi, même les pires bassesses, pour obtenir un dernier fixe de ton énergie. Certains finissent par se perdre dans des paradis artificiels, l'alcool, les médicaments ou d'autres substances pour anesthésier ce vide qui les ronge de l'intérieur comme un acide. Ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes, errants comme des fantômes dans les lieux que vous fréquentiez, espérant une rencontre fortuite qu'ils auraient eux-mêmes orchestrée avec une précision de stalker. Ils peuvent ne passer des heures garés en bas de chez toi, à observer tes fenêtres, cherchant à savoir si une nouvelle lumière s'allume ou si une silhouette étrangère traverse ton salon. Ils perdent leur superbe, leur assurance de façade s'effrite et laissent apparaître des rides d'amertume. C'est le moment où le masque se fissure pour de bon et laisse apparaître l'enfant terrifié, méchant et capricieux qui se cache derrière la construction sociale. C'est un spectacle désolant, une déchéance qu'il n'hésitera pas à mettre en scène, à théâtraliser pour t'apitoyer, pour actionner le levier de ton sauveur intérieur. Il veut que tu te sentes responsable de son état de délabrement. Code 5, code 6. C'est l'ultime chantage affectif. La dernière tentative désespérée pour te faire revenir par pure culpabilité. Mais tu ne dois pas être le spectateur, et encore moins l'acteur, de ce naufrage. Tu as déjà assez donné de ton temps, de ta jeunesse, de ta joie et de ta santé mentale. Tu n'es pas sa bouée de sauvetage, tu es la personne qu'il a tenté de noyer pour voir si tu savais nager. Si tu as des enfants avec un tel individu, la situation atteint des sommets de complexité et de perversité. Il les utilisera sans scrupule comme des pions sur un échiquier, des messagers malgré eux ou des armes de destruction massive. Il tentera de les aliéner, de leur raconter une version déformée de la réalité où il est le héros tragique et toi, le bourreau. Il peut devenir le parent Disney, celui qui autorise tout et achète tout pour miner ton autorité et passer pour le gentil. Face à cela, tu dois devenir une forteresse de neutralité absolue. C'est la technique du Greyrock, le rocher gris. Ne lui donne aucune prise émotionnelle, aucune réaction, aucun carburant. Parle uniquement de l'organisation pratique, des horaires d'école, du strict nécessaire factuel. Tes réponses doivent être aussi ennuyeuses, plates et sans intérêt qu'un trottoir de banlieue par un mardi pluvieux. D'accord, entendu, non. S'il t'insulte par message, ne réponds pas. S'il te complimente pour te tester, ne réponds pas. Pas d'explication interminable, pas de justification, pas de débat. Chaque émotion que tu lui montres, même la plus petite étincelle d'agacement, est une munition qu'il stocke et qu'il utilisera contre toi lors de la prochaine bataille juridique ou familiale. Sois ennuyeux comme un rapport de comptabilité en fin d'année. Il finira par chercher une source plus divertissante, plus réactive ailleurs, car il ne supporte pas le manque de drame. Le narcissique se nourrit de tes larmes ou de ta colère. Prive-le de ce festin et il ira chasser sur d'autres terres, là où l'herbe est plus tendre et les proies plus dociles. Il faut que tu comprennes, au plus profond de tes cellules, que sa folie actuelle, son agitation désordonnée, est la preuve irréfutable de ta valeur immense. On ne se bat pas avec une telle rage pour récupérer quelque chose qui n'a pas de prix. Tu étais le pilier central, la fondation même de son existence de façade. Sans toi, le toit lui tombe sur la tête, les murs se lézardent et le décor s'effondre. Il réalise, trop tard, que ton empathie n'était pas une faiblesse exploitable à l'infini, mais une force colossale, une générosité d'âme dont il a abusé jusqu'à la corde. Il pensait que tu serais toujours là, fidèle au poste, à attendre ces miettes de tendresse comme un chien battu. Ton départ est une révolution, un coup d'état qu'il n'avait pas prévu dans son scénario de dictateur de salon. Il a sous-estimé ta capacité de résilience, ton instinct de survie. Cette petite voix au fond de toi qui a fini par crier « Stop ». Il pensait t'avoir brisé de l'intérieur, t'avoir réduit à une extension de lui-même, mais il n'a fait qu'écailler la peinture superficielle.
Le noyau est intact, pur, solide, et c'est ce noyau qu'il cherche désespérément à récupérer pour se l'approprier une dernière fois. Il est comme un collectionneur d'art qui a laissé filer un chef-d'œuvre et qui essaie maintenant de le racheter avec de la fausse monnaie. Pour te reconstruire véritablement, commence par couper tous les canaux de communication numérique sans exception. Ne te contente pas de ne pas répondre, bloque. Bloque les numéros, les profils principaux, les comptes secondaires qu'il crée sous des noms d'emprunt, les emails, et même ses amis ou membres de sa famille qui te donnent des nouvelles de lui pour ton bien ou parce qu'ils s'inquiètent. Le silence n'est pas un manque de politesse, c'est ton armure la plus solide, ton périmètre de sécurité. Il ne laisse aucune place à la distorsion de tes propos, aucune faille pour de nouvelles attaques insidieuses. Reprends contact avec les activités, les passions, les couleurs que tu as abandonnées pour lui plaire ou pour ne pas le froisser. Tu aimais peindre et il disait que c'était une perte de temps? Achète des toiles géantes et mets de la couleur partout. Tu aimais courir et il se moquait de ton essoufflement ou de ta tenue de sport. Enfile tes baskets et va conquérir les kilomètres sans le vent sur ton visage et la force de tes jambes. Ton corps a besoin de mouvements, de sueur, de vibrations pour évacuer le cortisol, cette hormone du stress qui a inondé ton système nerveux pendant des mois de tension permanente. Chaque goutte de sueur est une particule de son influence toxique que tu expulses de tes pores. Note chaque jour une petite victoire, aussi dérisoire soit-elle. Aujourd'hui, je n'ai pas vérifié son profil. Aujourd'hui, j'ai goûté un plat qu'il détestait et je l'ai adoré. Aujourd'hui, j'ai passé 3 heures sans que son nom ne traverse mon esprit. Ton cerveau doit littéralement désapprendre le traumatisme pour réapprendre la joie simple. La manipulation de la réalité qu'il a exercée sur toi, jour après jour, a laissé des traces profondes, des cicatrices invisibles sur ta psyché. C'est ce qu'on appelle le brouillard mental, cette sensation de flotter dans une réalité incertaine, comme si le sol sous tes pieds était fait de sable mouvant. Tu doutes encore parfois de tes propres souvenirs. Tu te demandes, dans les moments de solitude ou de fatigue, si tu n'as pas exagéré, s'il n'était pas juste un peu maladroit ou blessé par son passé difficile. C'est l'effet du poison qui agit encore, une sorte de syndrome de Stockholm résiduel. Il a instillé le doute dans ton esprit pour que tu sois ton propre geôlier, pour que tu te punisses toi-même d'être parti. Mais regarde les faits, rien que les faits bruts, sans le filtre de l'émotion ou de la pitié. Écris la liste de toutes les fois où il t'a menti les yeux dans les yeux, où il t'a humilié devant des inconnus pour se sentir supérieur, où il t'a laissé pleurer seul dans la salle de bain alors qu'il dormait paisiblement ou jouait sur son téléphone à côté. Relis cette liste quand tu as un moment de faiblesse, quand la nostalgie, cette menteuse qui ne sélectionne que les souvenirs ensoleillés, essaie de te revendre une version romancée de votre enfer. Cette fatigue immense qui commence enfin à se dissiper, ce n'est pas un hasard. C'est ton système nerveux qui sort enfin de l'état d'alerte permanente du mode hypervigilance. Tu n'es plus en mode survie, tu commences enfin à exister. La clarté revient, comme un paysage après l'orage, et avec elle, la certitude absolue que tu as pris la seule décision possible pour ne pas mourir de l'intérieur. Le karma a une façon très particulière, presque chirurgicale, de remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas une vengeance spectaculaire avec des éclairs et du tonnerre comme au cinéma, c'est juste la suite logique, mathématique de ses actes. Un homme qui détruit systématiquement tout ce qu'il touche, qui trahit toutes les confiances, finit inévitablement par vivre au milieu des décombres de sa propre vie. Il peut essayer de reconstruire un décor de cinéma avec une nouvelle personne, d'afficher un bonheur de façade sur Instagram avec des filtres flatteurs, mais les fondations sont pourries, infestées par son incapacité chronique à aimer et à respecter. Il est condamné à répéter le même cycle de séduction, de destruction et d'abandon encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit trop vieux, trop aigri ou trop épuisé pour chasser de nouvelles proies. Sa punition suprême, c'est d'être lui-même pour l'éternité, prisonnier de son propre vide intérieur qu'aucun applaudissement ne pourra jamais combler. Il est enfermé dans une prison de verre où il ne peut que s'admirer et se détester simultanément, sans jamais connaître la paix du cœur. Toi, tu as la chance inouïe de sortir de la boucle. Tu as la clé de la cage et tu l'as déjà utilisée. Ne la jette pas en arrière par pitié, garde-la comme un rappel constant de ta liberté chèrement acquise. Il va essayer de te faire croire, par des intermédiaires ou des messages larmoyants, qu'il a fait une transformation profonde, qu'il a eu une révélation mystique, philosophique ou qu'il a enfin trouvé le bon thérapeute. Il te parlera peut-être de spiritualité, de méditation, de nouveaux principes moraux qu'il aurait adoptés du jour au lendemain comme par enchantement.
C'est du pur mimétisme, du camouflage évolué. Il a vu que tu appréciais ses valeurs, alors il les porte comme un nouveau costume de saison pour mieux t'appâter. Un narcissique ne change pas de structure de personnalité. Il adapte juste son camouflage pour mieux chasser dans de nouveaux environnements. S'il revient vers toi avec tant d'insistance, c'est uniquement parce que ces nouvelles options sont moins rentables, moins brillantes ou moins endurantes que toi. Tu es une valeur sûre, un investissement qu'il regrette amèrement d'avoir liquidé par pure arrogance. Ne sois pas la banque qui rend flou un investisseur véreux et récidiviste. Laisse-le faire faillite tout seul dans son coin. Son vide intérieur est un puits sans fond. Peu importe la quantité d'amour, de pardon et de sacrifice que tu y jetteras, il ne sera jamais rempli, jamais satisfait. Il te demandera toujours plus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. La solitude que tu ressens parfois le soir n'est pas un vide à combler. C'est un espace de liberté immense qui s'ouvre à toi. C'est le silence béni après une tempête assourdissante qui a duré trop longtemps. Apprends à apprivoiser ce calme, à l'aimer, à le chérir. C'est dans ce silence que tu vas retrouver qui tu étais avant qu'il ne commence à te sculpter, à te tailler, à te raboter à sa guise pour que tu rentres dans sa boîte étroite. Tu vas redécouvrir tes goûts culinaires, tes opinions politiques, tes envies de sortie sans avoir peur du jugement, de la moquerie ou de la crise de nerfs qui suivra inévitablement. Tu peux désormais laisser traîner un livre, changer de chaîne de télévision ou décider de ne pas faire la vaisselle sans que cela devienne un incident diplomatique majeur. Tu es une pièce unique, une œuvre d'art qui n'a pas besoin d'un cadre doré et toxique pour briller. Ta valeur est intrinsèque. Elle est gravée dans ton ADN. Elle ne dépend pas de son regard de prédateur ou de sa validation capricieuse. Il l'a su dès le premier jour. Et c'est précisément pour ça qu'il a voulu te posséder, comme on veut posséder un objet rare pour se donner l'illusion d'être important. Mais on ne possède pas la lumière du soleil, on peut juste essayer de s'en approcher. Et lui, à force de vouloir l'éteindre pour ne pas être ébloui par sa propre médiocrité, il a fini par se brûler à ta clarté retrouvée. Pense à toutes ces fois où tu as dû t'excuser, la gorge nouée et les larmes aux yeux, pour des choses que tu n'avais pas faites juste pour acheter quelques heures de paix précaire. Pense à ces soirées gâchées, ces anniversaires ruinés, ces fêtes de famille où tu devais surveiller ses expressions pour savoir quand il allait exploser. Pense à cette sensation d'oppression dans ta poitrine, ce nœud à l'estomac dès que tu entendais le bruit de ses pas dans l'entrée ou la notification spécifique de ses messages. Tout cela est terminé définitivement. Le silence de ta maison aujourd'hui n'est pas de la solitude, c'est de la dignité retrouvée. C'est le luxe suprême de pouvoir penser, dormir, rêver et respirer sans être surveillé par un regard qui cherche la faille, la faiblesse, l'angle d'attaque. Ta chambre est redevenue un sanctuaire de repos, pas un champ de bataille psychologique où chaque mot était une mine potentielle. Ton téléphone peut vibrer autant qu'il veut sur la table de nuit, il ne peut plus forcer la porte de ton esprit si tu décides de ne pas lui en donner la permission. Tu es le seul maître à bord de ton navire. Le chemin vers la remise sur pied est long, sinueux, parsemé de rechutes émotionnelles et de moments de doute intenses. Mais chaque pas que tu fais t'éloigne un peu plus de l'enfer qu'il avait créé sur mesure pour toi. Il y aura des jours où tu te sentiras fort, invincible, et des jours où la nostalgie, cette traîtresse qui efface les orages, pour ne garder que les arcs-en-ciel factices, tentera de te faire flancher, de te faire décrocher ton téléphone pour juste une petite explication. Dans ces moments-là, ferme les yeux, respire profondément et rappelle-toi pourquoi tu es parti. Rappelle-toi le prix exorbitant que tu as payé. Ton sommeil, ta joie de vivre, ta santé physique, ton identité même. Ne regarde pas en arrière, il n'y a rien à voir à part un champ de ruines et un homme petit qui agite les bras dans le lointain pour attirer ton attention. Ton futur est devant, vaste, lumineux et surtout totalement dépourvu de ses ombres portées. Tu as survécu à l'insurmontable, tu as résisté à une tentative d'effacement systématique de ton être. C'est une victoire monumentale que personne, absolument personne, ne pourra jamais te retirer. Imagine-le dans 5, 10 ou 20 ans. Il sera toujours le même, à traquer de nouvelles proies, avec les mêmes techniques usées jusqu'à la corde, à mentir sur son âge, sur ses succès imaginaires, à porter des masques interchangeables qui finiront par lui coller à la peau de façon grotesque. Il vieillira dans l'amertume de ne jamais avoir pu posséder l'âme de quelqu'un, car on ne possède que ce que l'on respecte. Toi, tu auras grandi, tu auras fleuri. Tu auras transformé cette douleur indicible en une sagesse inébranlable, en une boussole interne d'une précision chirurgicale. Tu sauras détecter les prédateurs à des kilomètres, au premier mot trop mielleux, au premier regard trop insistant, à la première micro-agression déguisée en compliment. Ta cicatrice est devenue un détecteur de mensonges, un bouclier invisible mais indestructible.
Tu ne te feras plus jamais avoir par le bombardement affectif ou les fausses promesses de changement. Tu as acquis une superpuissance, la connaissance de tes propres limites et l'amour inconditionnel de toi-même. À quel moment précis as-tu réalisé que tu n'étais plus un être humain à ses yeux, mais une simple source de profit émotionnel, une chose utile à son équilibre précaire? Était-ce lors de ce mensonge flagrant qu'il a maintenu avec un aplomb terrifiant, alors que tu avais les preuves matérielles sous les yeux? Était-ce quand il t'a laissé pleurer par terre, le cœur brisé, alors qu'il regardait la télévision ou ses mails, comme si tu n'étais qu'un meuble encombrant qui faisait trop de bruit? Ce moment de bascule, cette seconde de lucidité pure où le voile s'est déchiré, est ton encre. Garde-le précieusement dans un coin de ta mémoire, non pas pour souffrir, mais pour te souvenir de la vérité. C'est le moment où ton âme a dit assez pour sauver ce qui restait de toi. C'est le moment où tu as repris les commandes de ton existence. Il peut s'agiter, envoyer des messages à 3 heures du matin, pleurer des larmes de crocodile sur commande ou te menacer de tout perdre, cela n'a plus aucune importance. Le lien est rompu, la corde est sectionnée. Tu n'es plus la batterie qui alimente son existence médiocre et parasite. Tu n'es plus la victime, tu es le survivant. Et bientôt tu seras celui ou celle qui prospère. Le narcissique déteste par-dessus tout voir son ancienne proie réussir, et je ne parle pas seulement de réussite professionnelle ou financière, même si cela l'enrage aussi. Sa plus grande défaite, son humiliation suprême, c'est de te voir en paix, serein, équilibré. Ta sérénité est un camouflet permanent pour lui, une preuve que son pouvoir était une illusion. Chaque fois que tu prends soin de toi, chaque fois que tu t'autorises à un plaisir simple sans culpabiliser, chaque fois que tu ris aux éclats avec des gens qui t'aiment vraiment pour ce que tu es, tu gagnes une bataille invisible dans cette guerre qu'il a déclenchée. Il veut que tu restes bloqué dans le passé, à analyser ses moindres gestes, à essayer de comprendre le pourquoi du comment pendant des années. Ne lui fais pas ce cadeau ultime. Le pourquoi est d'une simplicité désarmante. Il est malade d'un vide qu'il ne peut combler que par la destruction de l'éclat de l'autre. Il n'y a pas de sens caché, pas de tragédie romantique, pas de secret enfoui dans son enfance qui justifierait de te détruire. C'est juste un dysfonctionnement psychologique profond qui utilise l'amour comme un crochet de boucher. Maintenant, regarde ce téléphone qui a vibré. Regarde-le comme un objet étranger, un simple assemblage de plastique et de métal sans aucun pouvoir sur ton âme. Éteins-le ou bloque ce numéro une bonne fois pour toutes, sans trembler, sans hésiter. Ne laisse pas cette lueur bleutée polluer ton sommeil et tes rêves. Tu as besoin de repos, le vrai repos réparateur, celui qui vient quand on sait qu'on est enfin, après tant d'années de combats acharnés, en sécurité. Le prédateur peut bien hurler à la lune, il est désormais derrière les barreaux de ton indifférence souveraine. La porte est fermée, les verrous sont tirés, les alarmes sont branchées, et tu possèdes les seules clés. Demain matin, le soleil se lèvera sur un monde neuf où il n'a plus aucune place, à moins que tu ne décides de lui en accorder une. Mais tu ne le feras pas car tu as enfin compris que ta vie vaut infiniment plus que ces jeux d'ombre. Choisis-toi, choisis ta vie, choisis la lumière naturelle qui émane de ton cœur et non celle artificielle, froide et vacillante qu'il essayait de projeter sur toi pour t'aveugler. Tu vas découvrir, jour après jour, que la vie a des couleurs, des textures et des saveurs que tu avais totalement oubliées sous son emprise grise et étouffante. Le goût du café le matin dans une maison silencieuse et apaisée, le plaisir d'écouter une musique que tu aimes vraiment, la liberté totale de tes mouvements et de tes pensées. C'est une seconde naissance, un accouchement de toi-même. Elle est douloureuse, elle demande des efforts constants, mais elle mène à un monde vaste, coloré et plein de possibilités infinies. Tu n'es plus l'ombre portée de quelqu'un, tu es ton propre soleil. Et cette lumière-là, personne, aucun manipulateur, aucun narcissique, aucune personnalité toxique ne pourra jamais l'éteindre, car elle ne dépend plus d'un miroir déformant extérieur. Elle vient de l'intérieur, de cette force de vie incroyable qui t'a permis de dire non et de reprendre ton destin entre tes mains. Sois immensément fier de ton parcours. Peu de gens comprennent la force herculéenne qu'il faut pour s'extraire de l'emprise mentale d'un tel prédateur. C'est une guerre psychologique totale dont tu sors avec des médailles invisibles gravées sur ton âme. Tes cicatrices racontent l'épopée d'une personne qui a traversé les flammes de l'enfer émotionnel et qui en est ressortie plus forte, plus lucide et plus vivante que jamais. Le prédateur reste de glace, figé dans sa pathologie. Toi, tu es en mouvement, tu es en vie. Et c'est cela ta plus belle revanche.